Eh bien bonjour, messieurs et mesdames les jurés, public, je ne suis vraiment pas habitué à cette structure. J'ai été ravi d'avoir été choisi en tant qu'étudiant d'études genre afin de me préoccuper du cas de Madame de Merteuil. D'ailleurs, je crois avoir compris que je n'ai pas été le seul à avoir été happé par son espèce d'aura, comme un papillon face à une lanterne. Il faut dire que la marquise de Merteuil est effectivement la seule ambitieuse à avoir été retenue parmi les personnages qui seront examinés aujourd'hui. En quoi est-elle différente de ces autres personnages? Pas foncièrement au niveau du palmarès de crime. Il faut dire que menée au viol et à l'abandon d'une jeune fille, et qui est Cécile de Volanges, qui finira au couvent, mener la présidente de Tourvel à une descente aux enfers qui mènera à une espèce de mort par excès d'amour, et finalement mener à un duel fatal le vicomte de Valmont, son ancien collègue en vilainie de toujours. Ce sont là des crimes suffisants pour pouvoir affirmer qu'il y a une immoralité foncière à la marquise de Merteuil. Et pourtant, on sent qu'il y a autre chose, on sent qu'elle est presque admirée. Parce qu'après tout, plus encore que ceux qu'on a vus auparavant, Georges Duroy, Rastignac, la marquise de Merteuil a une raison légitime de souhaiter une forme d'ambition, pourrait-on s'imaginer. Elle est femme. Elle est plongée dans une société, celle des années 1780 en France, qui met un plafond de verre à l'endroit dans lequel elle pourrait, qui limite excusez-moi. Il existe un plafond de verre qui la limite, qui la restreint à une certaine place dans la société. Quand on la lit se vanter de venger son sexe, de placer les hommes dans ce rôle de tyran détrôné devenu ses esclaves, je la cite, on pourrait se dire, n'est-elle pas en une forme une précurseur du féminisme? C'est-à-dire, ne montre-t-elle pas la volonté de se réapproprier une agence dont la société la prive? Et au final, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place dans une société qui nous restreint à ce point-là? Est-ce qu'on n'aurait pas voulu se venger? Mais justement, je pense qu'il convient de se pencher d'un peu plus près sur cette volonté qu'elle témoigne. D'abord, ce qu'il convient de noter, c'est que s'il faut retracer effectivement le contexte dans lequel la marquise de Merteuil s'inscrit et la manière dont elle vit sa féminité à l'intérieur, il faut d'abord se rappeler qu'il s'agit d'une femme noble, donc riche, qu'elle est veuve, donc qu'elle est abstraite d'une tutelle maritale, et que ça a son poids sur le contexte dans lequel elle est, à savoir qu'elle ne porte pas le plein poids de l'oppression de la féminité. On peut donc suggérer que ce n'est pas une simple stratégie de survie qu'elle élabore à travers ses multiples machinations et stratagèmes, mais bien plus la volonté de poursuivre ses propres inclinations, celle à l'hédonisme, elle collectionne les hommes, et celle qui l'amène aussi à l'orgueil. Le roman entier des Liaisons dangereuses n'est que le récit de sa tentative de se venger de Gercourt, qui a eu le culot de lui préférer une autre femme. Alors, si ce n'est pas une pression objective et factuelle, on pourrait penser qu'il y a une pression plus subjective, plus diffuse, qu'en réalité, c'est aussi, comme le dénonçait Laclos lui-même dans un ouvrage qu'il a publié peu avant les Liaisons dangereuses, c'est-à-dire une éducation à l'usage des femmes, dans lesquelles il dénonçait justement la société à l'époque du XVIIIe, qui imposait aux femmes un certain nombre de conduites artificielles et qui, surtout, les poussait à se préoccuper de leur honneur et de leur pureté, dirons-nous, d'une manière dont les hommes n'avaient jamais à se soucier. Est-ce que ça n'aurait pas eu une importance? Et si on regarde le comportement de la marquise de Merteuil au fur et à mesure du roman, on se rend compte que finalement, ce n'est pas tant une pression qu'elle subit de manière inconsciente, mais au contraire qu'elle se réapproprie. Elle joue de ces codes-là. Dans tout le roman, en fait, à chaque fois qu'elle prend la parole,
elle ment, elle trompe, et elle réutilise les attentes qu'ont ses interlocuteurs. Par exemple, quand elle s'adresse à Madame de Volanges pour l'inciter à marier sa fille à Gercourt pour parachever son stratagème pour humilier Gercourt, elle préface cette lettre qu'elle copie à Valmont en lui disant « Il est si commode d'être rigoriste dans ses discours moraux, cela ne nuit jamais qu'aux autres et cela ne nous gêne aucunement. » Donc, on voit bien les méthodes qu'elle applique, c'est celle de la duplicité et de l'hypocrisie, en se montrant au jour qui l'arrange le plus. Et ce qu'on peut aussi, enfin, moi ce que j'aimerais souligner plus particulièrement, c'est le fait que dans la présentation, on a présenté la marquise comme une vengeresse de son sexe, ce qui pour moi est une forme de contresens. J'aimerais en revenir à la lettre 81, dans laquelle elle présente son modèle, sa stratégie, dans laquelle elle explique au vicomte de Valmont l'ensemble des précautions qu'elle prend pour éviter la disgrâce et poursuivre nonchalamment presque l'ensemble de ses intrigues amoureuses. Et j'aimerais lire un extrait de ce passage qu'il introduit et dans lequel elle décrit en fait les femmes, non pas comme membres de ce camp, mais comme observatrices dédaigneuses de ces autres femmes. Ah, gardez vos conseils et vos craintes pour ces femmes à délire et qui se disent à sentiment, dont l'imagination exaltée ferait croire que la nature a placé leur sens dans leur tête, qui n'ayant jamais réfléchi confondent sans cesse l'amour et l'amant, qui dans leur folle illusion croient que celui-là seul avec qui elles ont cherché le plaisir en est l'unique dépositaire et vraie superstitieuse, ont pour le prêtre le respect et la foi qui n'est dû qu'à la divinité. Craignez encore pour celles qui, plus vaines que prudentes, ne savent pas au besoin consentir à se faire quitter. Tremblez surtout pour ces femmes actives dans leur oisiveté que vous nommez sensibles et dont l'amour s'empare si facilement de l'existence. Tout ce qu'elle fait dans ce passage, c'est un gigantesque distinguo. Ne me confondez pas avec ce menu fretin. Plus tard, en conclusion, elle dira qu'elle se définit elle-même comme son propre ouvrage. Ni homme, ni femme, mais avant tout prédatrice, ayant assimilé les stratégies qui permettent à un individu d'exploiter les angles morts d'un système, d'en présenter les atours quand c'est avantageux, et finalement de simplement s'amuser de proies innocentes telles que la Cécile de Volanges, qu'elle définit en fait comme une machine à plaisir, c'est son expression, qu'il faudrait briser sitôt après l'avoir utilisée à ses fins. Et je pense que cette lecture-là, elle est extrêmement actuelle. Ne pas voir la marquise comme une femme, mais comme un individu prédateur. Parce que notre époque-là, elle en est truffée. Il n'y a pas besoin de remonter à 100 ans ou à 10 ans. L'année passée, à travers les scandales qui ont accompagné MeToo, Balance ton port, etc., on s'est aperçu qu'il fallait réfléchir à comment on réagit, comment on pense, comment on fait face à un individu qui tire profit d'un système par lequel il est privilégié, comment il faut voir comment il se réapproprie ses codes pour essayer de s'attaquer à des victimes innocentes. Et je pense que ça s'applique à la marquise de Merteuil. Plus près encore de moi, j'ai été scolarisé au collège de Saussure. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'un des enseignants qui officiait jusqu'à récemment et qui a été mon prof de classe, a été inculpé en raison de motifs d'harcèlement et de détournement de mineurs sur élèves. Enfin, non, pas de mineurs, mais enfin de... Vous m'aurez compris. Je pense que le parallèle est d'autant plus frappant pour moi, et j'aimerais vous le communiquer avec mes mots, peut-être maladroitement, comme vous avez vu que je le fais, mais l'intelligence dans ces cas-là et le charisme d'une personne qui a réussi à se mettre au point focal, ou dans l'angle mort peut-être, d'un système qui lui donne des avantages et qui lui permet de se rapprocher d'individus et d'en tirer profit, il me semble que c'est un parallèle assez percutant si on l'applique à la marquise de Merteuil. Si on voit qu'au final, dans ce contexte-là, elle est une prédatrice. Et que, par conséquent, je
À la question de savoir si elle est ambitieuse, je répondrai qu'elle ne l'est ni sur le plan social, ni en fait sur le plan du caractère. Il s'agit simplement d'une araignée satisfaite au cœur de sa toile, qui sait simplement tirer sur le bon fil pour récupérer la larve qui est enveloppée dans son cocon. Et il me semble que c'est cette métaphore-là qu'il faut avoir à l'œil. Qu'il ne faut pas regarder la marquise avec un œil rempli de crainte révérencieuse, ni avec un regard semi-déçu en se demandant mais si à notre époque elle avait vécu et qu'elle avait obtenu plus d'émancipation, est-ce qu'elle serait devenue une bonne personne? Je ne le pense foncièrement pas. Je pense qu'elle serait devenue, comme les harceleurs qu'on a eu l'occasion de voir révéler pendant ces affaires-là, je pense qu'elle serait simplement devenue ce type de monstre-là. Je pense que la marquise de Merteuil n'est pas Olympe de Gouges, mais qu'elle est Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Cher public, chers juges, chers contradicteurs. Oui, c'est vrai. Madame de Merteuil peut être qualifiée de manipulatrice. Oui, c'est vrai. Elle est ambitieuse. Et oui, c'est encore vrai. Il peut lui arriver de mentir. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'elle ne recevra pas le prix Nobel de la paix. Encore que le Premier ministre japonais a estimé que Donald Trump pouvait l'avoir, donc c'est encore un cas à discuter. Mais laissons ces considérations politico-absurdes de côté. Ce réquisitoire ne fera pas l'éloge de la mauvaise foi. Nous ne nierons pas les défauts de ma cliente, intrinsèques à tout être humain. Néanmoins, admettre l'imperfectibilité de cette femme ne veut pas dire acquiescer à une avalanche de reproches injustifiés. Nous ne pouvons condamner une femme sans prendre un peu de hauteur. Ce serait le choix de la simplicité. L'histoire nous a montré que condamner sous le coup de l'émotion, ce n'est pas rendre justice, mais c'est la voler. Une justice trop pressée ne peut être qu'une lente injustice. C'est pourquoi je vous invite à remettre les faits dans leur contexte. Je vous propose de recommencer depuis la genèse de cette affaire. Qui est Madame de Merteuil? Dès sa plus tendre enfance, nous l'avons reléguée au silence. Elle-même le dit, d'ailleurs dans le même chapitre, c'est intéressant. Entrée dans le monde, dans le temps où, fille encore, j'étais vouée par état, au silence et à l'inaction. Prisonnière de ce silence caractérisant son genre, elle aurait pu accepter, se soumettre, comme elles l'ont toutes fait. Mais non. Ma cliente avait soif de connaître, soif d'apprendre, soif d'aller au-delà du statu quo. Mais comment apprendre sans précepteur? Comment connaître sans expérience? Elle décida de mettre à profit ce silence, ne le considérant plus comme un ennemi, mais comme un allié. Elle profita de lui pour réfléchir, pour comprendre ce qu'on essayait de lui cacher. On en apprend beaucoup plus dans le silence que dans la parole. La parole en dit beaucoup, mais le silence qui l'entoure, lui, dit tout. Sa seule arme pour se défendre, sa pensée. Elle observa, elle écouta. Elle dut user de la ruse, effectivement, pour ne pas se compromettre, de la manipulation pour apprendre. La ruse et la manipulation. Ce sont deux termes qu'à tort ce soir, on qualifie négativement. Pourtant, on nous les présente comme des vices, alors qu'ils ont sonné comme une bénédiction, une libération. Ils l'ont soutenue tout au long de sa vie. Que lui demandons-nous? D'être aimante, compatissante? Comment l'être seule? Comment l'être lorsqu'on ne se sent pas à sa place? Madame de Merteuil a dû se battre seule, avec les outils qui étaient à sa disposition. Le mépris constant, fait à son sexe, ne pouvait qu'engendrer humiliation, frustration et colère. De plus, dans un monde qui vous met constamment à l'épreuve, vous ne pouvez que vous endurcir. Dans un monde où le moindre faux pas vous sera fatal, pensez-vous un seul instant pouvoir penser aux autres.
Non, car notre propre survie, sa propre survie, lui a demandé toute son attention et toute son énergie. Nous pouvons décrier cet état de fait, mais la volonté de vivre, de survivre qui nous anime, balaie toutes les autres considérations. Ce n'est pas une question de plaisir, mais bien de nécessité. Madame de Merteuil n'est pas une victime, mais elle n'en est pas pour autant coupable. Car la question qu'il faut se poser ce soir, avait-elle réellement le choix? Elle a réussi à survivre et à se faire une place dans la société. Elle a travaillé. Et en même temps, elle est le produit de cette société dans laquelle elle vit. Madame de Merteuil était face à une société conformiste et codifiée à l'extrême, qui discrimine et relègue au rang de figurant la moitié de sa population. Peut-on lui reprocher d'avoir voulu être maître de sa vie? Peut-on lui reprocher d'avoir tout mis en œuvre pour être libre, autant de corps que d'esprit? La liberté, c'est de cela dont il est question. Madame de Merteuil avait le choix, c'est vrai, si on tentait qu'on puisse appeler ça comme ça. Elle pouvait être une Cécile de Volanges, une femme magnifique, pure, mais ignorante de tout, sans armes intellectuelles pour se défendre, qui se fait séduire par des courtisans et manipulée par des libertins. Sa propre mère ne l'a même pas préparée au monde. Son sort vous semble-t-il enviable? Ou ma cliente aurait pu également être une présidente de Tourvel, correspondant parfaitement à ce qu'on attendait d'elle, s'accrochant à sa foi comme à une bouée de sauvetage, ce qui ne l'empêcha pas de sombrer. Manipulateur ou dupé, acteur ou figurante, voilà la seule alternative qui s'offrait à elle. Alors oui, elle s'est entraînée jour et nuit pour se maîtriser, pour maîtriser ses émotions, pour ne montrer uniquement ce qu'elle souhaitait qu'on voie. Car plus on descend dans l'intimité, plus cela devient dangereux pour nous. Nous en faisons l'expérience chaque jour. En effet, il suffit juste de se pencher sur notre histoire. Qu'avons-nous fait en temps de guerre, de famine, de crise politique ou sociale? Ne cherchez pas trop loin. D'humiliation, qu'avons-nous fait? On ne peut reprocher à Madame de Merteuil ses traits de caractère, car dans le cas contraire, c'est l'humanité tout entière qu'il faudrait condamner. C'est vous, c'est moi. Mais quels sont les autres chefs d'accusation qui pèsent ou qui pourraient peser sur ma cliente? Mon contradicteur a eu raison de le préciser assez rapidement. Il y a eu 2 morts. Pourtant, on pourrait croire injustement que ma cliente en est responsable. Mais je ne peux concevoir qu'on l'accuse lorsqu'on sait dans quel contexte ces drames sont survenus. La présidente de Tourvel s'est laissée mourir de chagrin, après s'être fait séduire des jours et des jours par le vicomte, après s'être enfin donnée à lui. Il l'a abandonnée lâchement. Vous souhaitez punir ce crime? Rendez-vous à la morgue. Le sort s'est retourné contre lui. Arrêtons de chercher un bouc émissaire. Certains sont bien plus responsables. Pourtant, je ne les vois pas sur le banc des accusés. Jamais. Madame de Merteuil peut avoir sa part de responsabilité. Elle fait partie d'un tout interconnecté. Mais elle n'est en aucun cas coupable. Et finalement, quand bien même elle serait coupable, ce à quoi je ne souscris pas, mais admettons quelques secondes, n'a-t-elle pas déjà été condamnée? La vie ne l'a-t-elle pas, dès le début, déjà condamnée? Elle a subi l'opprobre public, les huées. Elle a été défigurée par une maladie que l'on pourrait qualifier de douteuse. Vous souhaitez la condamner? Le destin s'en est chargé, injustement. C'est pourquoi, cher public, cher juge,
mes chers contradicteurs aussi, ne choisissez pas la simplicité en condamnant Madame de Merteuil, car, sous sa carapace de lâcheté, l'homme aspire à la bonté et veut être aimé. S'il prend le chemin du vice, c'est car il a cru prendre un raccourci qui le mènerait au bonheur. Steinbeck. Je ne vois pas en quoi ceci est condamnable. Eh bien. C'est fascinant parce que j'ai l'impression d'avoir croisé une Merteuil totalement différente de celle que j'ai laissée là. J'espérais l'avoir montré à travers ma plaidoirie. La marquise n'était en aucun cas menée par un quelconque sentiment de nécessité, par une quelconque fatalité qui se serait attachée à ses chevilles comme un chien enragé, pas du tout. Elle suivait son plaisir. Je l'ai montré, elle était beaucoup plus en position de maîtriser ses arts de contrôle de soi. Vous l'avez montré avec une grande maîtrise. Elle avait appris depuis très tôt à maîtriser ses impulsions, ses sentiments, à ne pas les révéler à autrui. Mais dans ce cas-là, toute cette connaissance, ce moyen de survivre, de louvoyer dans un monde contrôlé par les hommes, pourquoi ne pas le partager ? Pourquoi, face à Cécile de Volanges, avec qui elle a une correspondance nombreuse, en commençant même par lui conseiller de changer son style d'écriture, qui révèle beaucoup trop ce qu'elle dit et pas assez ce qu'elle ne pense pas, c'est ce qu'elle dit elle-même. Pourquoi se désintéresser de son cas quelques lettres plus loin, en la reléguant au camp des machines à plaisir prêtes à se faire démonter ? Oui, c'est le terme qu'elle utilise. Il faut en arracher les ressorts. Et si Cécile est qui elle aurait pu être, jeune et innocente, et à peine sortie du couvent, si la présidente de Tourvel est un avatar qu'elle aurait pu incarner, ou peut-être son opposé polaire, pourquoi, à ce moment-là, rester seule ? Vous me direz qu'effectivement, dans le roman, il n'y aurait pas de personnage qui incarne cela, et vous auriez tort. Il en est un qui passe souvent en marge des analyses de l'œuvre de Laclos, et qui n'a pas été cité par mon adversaire, et que mon expérience de lettreux se réjouit de partager avec vous. C'est le personnage de Madame de Rosemonde. Vous savez, Madame de Rosemonde, la vieille tante de Valmont, celle que tout le monde saute à la lecture. Non, oui. En fait, ce personnage-là a un rôle très intéressant dans la manière dont il s'attache à répondre à la présidente de Tourvel qui lui confie son amour éperdu pour Valmont, avec un mélange d'indulgence, en rappelant qu'elle se rappelle de la manière dont on parle de l'amour, en n'osant pas dire le nom de l'aimé, avec un mélange de remontrance, en incitant la présidente de Tourvel à la prudence, avec un mélange d'assurance aussi, de compréhension et de solidarité féminine que jamais, au grand jamais, la marquise de Merteuil ne tolérerait d'exhiber à l'encontre de qui que ce soit, à moins que ce ne soit fin. Et il me semble aussi qu'à ce compte-là, il a été admis que Madame de Merteuil ment, et je pense que, par conséquent, même dans cette lettre 81, il faut rappeler qu'on ne saura jamais ce qu'elle a pu penser réellement. On ne saura jamais si ce qu'elle a révélé à Valmont était complètement correct. Après tout, elle lui ment jusqu'à la fin, où elle lui révélera que tout ce qu'elle lui a témoigné en matière de peut-être le fait qu'elle était jalouse de la présidente de Tourvel et qu'il faudrait par conséquent qu'il lui envoie une lettre de rupture qu'elle dicte à Valmont, autant pour l'espèce de dédouanement dont qu'on lui a accordé dans la plaidoirie précédente. Elle a littéralement dicté la lettre de rupture qui enverra la présidente de Tourvel dans la mort. Mais je pense que si on peut trouver un élément de vérité à l'intérieur de la lettre 81 et de l'ensemble du roman, c'est bien que la marquise de Merteuil n'est pas poussée par la survie, ni contre sens encore plus énorme, par la recherche du bonheur. Au contraire même, je l'avais marqué. Pourquoi quelqu'un m'a enlevé mon signet ? Oui. La marquise de Merteuil montre que son orgueil confine même jusqu'à l'effacement d'elle-même. Comme elle a effacé ses sentiments, comme elle a effacé ses scrupules, elle montre, au final, que tout ce qui compte, c'est son ambition, son orgueil, en tout cas sa volonté dévorante d'être plus,
d'arracher à tous les autres, de les tirer vers le bas, d'arracher à tous les autres leurs possibilités de bonheur. Mais de prétendre que je me donne autant de soins pour ne pas retirer de fruits, qu'après m'être autant élevée au-dessus des autres femmes par mes travaux pénibles, je consente à ramper comme elles dans ma marche entre l'imprudence et la timidité, que surtout je puisse redouter un homme au point de ne plus voir mon salut que dans la fuite, non, vicomte, jamais. Il faut vaincre ou périr. Allez chercher le bonheur là-dedans. Merci. Je dois vous avouer être un peu empruntée. Je pense que M. Marchand ainsi que mon contradicteur devraient se mettre d'accord sur ma cliente, car au fond, ma cliente a la chance d'être sur le banc des accusés, car elle est une femme. Elle aurait pu s'en passer, je crois, juste de ce petit privilège. Et moi, j'aime bien la manière dont vous commencez en disant que vous avez trouvé une Madame de Merteuil bien différente de celle que vous avez laissée. Et je suis bien d'accord avec vous, car au début c'est une femme, ensuite ce n'est pas une femme, ensuite c'est un prédateur, ensuite c'est une araignée, et pour finir, elle devient Dominique Strauss-Kahn. Je pense qu'il y a un moment où il faut quand même rester sérieux. Alors oui, effectivement, elle est différente. Moi, je propose de rester un petit peu sérieux et de la laisser dans son genre. Je pense qu'elle a déjà assez de problèmes là-dedans. Et vous parlez de Madame de Rosemont. Et je dois vous avouer que c'est par égard pour vous que je ne l'ai pas mentionnée. Car cette femme si incroyable, si magnifique, est tout de même, comme vous l'avez dit, la tante du vicomte, et qu'elle a toutes les preuves écrites qui montrent la culpabilité du vicomte, qui montrent son, disons, comment utiliser un terme pour ne pas trop vous choquer, pas trop vous brusquer, tout de même qui montre sa culpabilité dans le meurtre, en tout cas c'est de la manière dont je le vois, de la présidente de Tourvel. Alors excusez-moi, mais une femme aussi incroyable, je pense que c'est toujours à discuter. C'est pourquoi vous doutez finalement de ma cliente, mais parce que vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'avez pas écouté. Bien sûr. Oui, mesdames et messieurs, bien sûr qu'elle ment. Qui ici n'a jamais menti? Je vous en prie. Elle ment, c'est vrai. Elle est coupable, c'est vrai. Mais quelle est l'autre alternative? Qu'aurait-elle dû choisir d'autre? L'inaction. Tous les personnages féminins de cette affaire sont dans l'inaction. L'inaction, mesdames et messieurs, ça s'apparente à une mort. C'est une mort sociale. On n'évolue pas, on n'apprend pas, on ne connaît pas. On est soumis au bon vouloir des autres. Et on accuse quoi? On accuse qui? Ma cliente pour avoir essayé d'y échapper. Alors non, non. Chers contradicteurs, je vous laisse dans votre lecture et je conclurai avec André Mauroy, parce que vous diabolisez ma cliente, mais j'ai l'impression que l'humanité n'est peut-être pas de votre côté. Car, comme disait André Mauroy, si nous connaissions les autres comme nous-mêmes, leurs actions les plus condamnables nous paraîtraient mériter l'indulgence.